Je me souviens encore du moment où tout a commencé. La chaleur était insupportable, l'horizon tourbillonnait et le sable était si chaud que j'avais l'impression qu'il faisait fondre mes semelles. J'étais poursuivi par le sentiment que je faisais l'erreur la plus stupide de ma vie, en acceptant l'offre d'emploi de la zone 51. Je ne savais pas à l'époque à quel point j'allais devoir plonger dans les secrets que ces murs renfermaient. Mais si j'avais eu la possibilité de revenir en arrière, j'aurais pris ce chemin de toute façon. La curiosité est une chose étrange. Elle mène à des découvertes qui peuvent changer le destin du monde, et parfois vous priver de sommeil pour toujours. Je m'appelle Marc, je suis un ancien chercheur de la zone 51. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai pénétré en voiture dans la zone protégée, où de hautes clôtures de barbelés, des postes de contrôle avec des hommes armés sans émotion et des badges stricts m'ont angoissé. On m'a dit « Regardez, ne dites rien. Tous les projets ici sont soumis à un sceau d'approbation absolue. » Bien que je me sois préparé à découvrir des technologies inconnues du monde entier, la réalité a dépassé tous les espoirs. Toute personne un tant soit peu informée a entendu parler des soupçons qui pèsent sur la zone 51. Extraterrestres, objets volants, artefacts étranges. La plupart des gens n'y voient que des fantasmes. Mais je peux confirmer que beaucoup de choses sont plus proches de la réalité qu'on ne voudrait le croire. Dès le début, j'ai été placé dans des logements spéciaux près du complexe de laboratoire. L'atmosphère dans les baraquements, où je partageais une chambre avec 2 autres membres du personnel, était oppressante. Nous n'avions pas le droit d'utiliser nos téléphones personnels. L'accès à Internet était contrôlé et chaque jour commençait par un briefing sur l'inadmissibilité des fuites de données. Mais il était clair, à voir les visages de nos collègues, que cet endroit avait brisé plus d'une psyché. Personne ne s'asseyait dans le salon commun le soir, préférant s'enfermer. De temps en temps seulement, quelqu'un racontait prudemment, à voix basse, qu'il avait un jour vu quelque chose dans l'un des hangars. Mais s'il posait une question directe, la personne se taisait, comme si le simple souvenir réveillait en elle une horreur primitive. J'avais une spécialisation scientifique dans le domaine de l'astrobiologie, c'est-à-dire que je comprenais la vie dans des conditions extraterrestres et que je développais des méthodes de reconnaissance des formes potentielles d'organismes vivants en dehors de notre planète. À l'université, cela me semblait être un jeu d'esprit, une théorie abstraite qui ne pouvait être utile que pour rédiger des rapports pour les agences spatiales. Je n'ai jamais pensé que ces connaissances seraient nécessaires dans un sens réellement appliqué. Nous ne pouvions pas imaginer que nous rencontrerions réellement des êtres extraterrestres. Mais je me rends compte aujourd'hui de la naïveté de cette idée. À la zone 51, j'ai appris que l'humanité a eu des contacts répétés avec une forme de vie extraterrestre. Nous gardons simplement le secret. J'ai été affecté à un projet dont peu de gens avaient entendu parler, même à l'intérieur des laboratoires secrets. Il avait un nom de code interne, FARSCAN. Le groupe était composé de plusieurs scientifiques, dont 2 physiciens capables d'observer et de calculer des anomalies dans l'espace, un autre spécialiste de la radioastronomie, ainsi que moi-même et quelques autres experts des caractéristiques de génétique des micro-organismes. Lorsque j'ai été mis au courant, je n'ai pas cru tout de suite. Il s'est avéré que sur une étoile voisine, qui se trouve à de nombreuses années de lumière de nous, il y a une planète et que nous maintenons une communication secrète avec ses habitants. Ce que les gens considéraient comme une fantaisie à propos des « hommes verts » a en fait des racines tout à fait réelles. Le seul mystère était de savoir pourquoi ces créatures continuaient à nous contacter. On nous a dit qu'elles s'intéressaient à notre espèce, à nos structures sociales et à notre biologie. Lorsque j'ai demandé comment nous communiquions avec les extraterrestres, mes collègues sont restés évasifs, parlant de signaux radio
d'émetteurs laser déguisés en satellites scientifiques. Mais j'ai vite compris que les canaux de communication étaient bondés beaucoup plus larges. Dans l'un des compartiments souterrains, auxquels seuls quelques pros privilégiés avaient accès, nous conservions des appareils obtenus auprès de sources inconnues. Je les ai vus de mes propres yeux. Des structures inhabituelles faites d'un métal qui défie les méthodes connues de fusion ou de façonnage. Ces objets avaient l'air d'être des pièces uniques, sans couture, mais leur forme ressemblait à des arcs entrelacés et à des cylindres courbés dans lesquels brillait une lueur bleutée. On nous a dit qu'il s'agissait de transmetteurs. Nos amis de l'espace nous auraient aidés à établir un contact à un niveau supérieur à celui des simples ondes radio. Au bout de 6 mois environ, j'ai commencé à remarquer qu'il se passait quelque chose d'étrange dans les laboratoires la nuit. Certains chercheurs disparaissaient et, le matin, ils prétendaient que rien de spécial ne s'était produit. Personne ne me regardait lorsque j'essayais de poser des questions. Un jour, j'étais assis dans l'une des salles, étudiant des données sur la composition de la couche atmosphérique de cette planète. Dans le silence profond, un bourdonnement prolongé s'est fait entendre, comme si une sorte de générateur avait été mis en marche. Les lumières ont commencé à vaciller. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une simple coupure de courant, puis j'ai entendu un cri inhumain provenant de quelque part au loin. Je me suis littéralement figé sur place, mon cœur battant si fort qu'il semblait prêt à sortir de ma poitrine. Jamais de ma vie, je n'avais entendu un tel mélange de douleur et d'horreur dans une seule voix. Mais dès que je suis sorti dans le couloir, tout est devenu silencieux, comme si le bâtiment lui-même avait tiré un voile de silence. Le lendemain, j'ai essayé de savoir auprès de mes supérieurs ce que cela pouvait être. Mais ils se sont contentés de me répondre « C'est probablement un chat qui est entré. Vous savez, c'est un désert ici. Et les chats peuvent être porteurs de contagion. Il faut donc être prudent. » C'était l'explication la plus étrange que j'ai jamais entendue, car ce cri n'était manifestement pas d'origine animale. Mais on m'a fait comprendre. Fermez la parenthèse, ne posez pas de questions inutiles. J'ai acquiescé docilement, mais une protestation intérieure me tenait en haleine. Je sentais qu'il y avait quelque chose de caché dans l'un des sous-sols ou des hangars dont je n'avais aucune idée. Peu à peu, j'ai compris que la zone 51 comportait plusieurs niveaux de secret. Ce qu'ils essaient de montrer à l'extérieur, quelques volantes, des combinaisons d'extraterrestres exposés, n'est qu'une légende distrayante, une alimentation délibérée de rumeurs pour mêler la vérité à la fiction. Les véritables horreurs sont cachées plus profondément, derrière des portes en acier et des dizaines de gardes. On y fait des expériences sur des organismes que nous ne reconnaissons pas officiellement. C'est dans l'un de ces laboratoires que je me suis retrouvé par erreur, ou peut-être par coïncidence. J'étais chargé d'apporter un paquet de documents à mon collègue, qui avait besoin d'informations supplémentaires sur la composition chimique d'échantillons biologiques prélevés lors d'un contact avec l'une des formes de vie extraterrestres. M'oubliant, je me suis trompé de couloir. Une porte normalement verrouillée était entr'ouverte. En me glissant à l'intérieur, j'ai découvert une pièce sombre avec des rangées de récipients en verre, à l'intérieur desquels quelque chose bougeait faiblement. Je me suis approché de l'un d'eux, j'ai allumé ma lampe de poche et j'ai eu du mal à m'empêcher de crier. Dans ce réservoir flottait quelque chose d'amorphe, comme une masse gélatineuse avec une demi-douzaine d'excroissances flexibles qui tapotaient toutes les parois. Elle n'avait pratiquement aucune forme précise, comme si elle changeait constamment. Mais le pire, c'est que ce blob avait quelque chose comme un œil, faible mais bel et bien vivant, et il a manifestement senti mon regard, car il a ouvert sa bouche, qui ressemblait à un trou informe, d'où est sorti un son strident. J'ai reculé, et les autres récipients ont émis des bruits
et des gargouillis. Il m'a semblé que toute la multitude de créatures s'agitait comme en synchronisation, sentant ma présence. L'instant d'après, quelqu'un m'a attrapé par l'épaule, m'a fait tourner et m'a pratiquement poussé dans le couloir. C'était un garde, je n'ai pas pu voir son visage dans l'obscurité. Je l'ai seulement entendu siffler « Vous ne pouvez pas entrer ici. Sortez avant que la situation n'empire. » La porte s'est refermée derrière moi et j'ai regagné ma section. Hébété et effrayé, les mains tremblantes, je me suis rendu compte que je venais d'assister à l'un des secrets les plus terrifiants de la zone 51. Après cet incident, j'ai commencé à chercher des informations. Par hasard, grâce à des bribes de conversation et à quelques de notes, j'ai découvert que la planète avec laquelle nous sommes en contact est habitée par une race qui peut exister sous une forme biologique complètement différente. Ils semblent capables de changer de corps pour s'adapter à leur environnement. Ces formations gélatineuses dans les réservoirs sont probablement de jeunes formes de ces créatures, amenées ici lors d'un de nos échanges technologiques secrets. Les extraterrestres négocient avec nous depuis longtemps, mais les termes de ces négociations semblent monstrueux. Les gens sont prêts à faire beaucoup pour obtenir leur savoir et ils exigent, mais de leur côté, le transfert de quelques échantillons biologiques, le droit de mener des expériences sur notre faune et peut-être même sur les gens eux-mêmes. Pendant plusieurs semaines, j'ai marché comme sur des charbons ardents. Toute la journée, j'avais le sentiment d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Le matin commençait par des pensées anxieuses, comme si quelque chose de sombre m'attendait, et ainsi de suite jusqu'au soir, où j'essayais en vain de dormir. Des rêves horribles devinrent ma réalité. Je rêvais d'ombres rampantes, d'immenses figures aux visages allongés et aux yeux noirs insignifiants. Je ne pouvais pas les voir clairement, mais je savais instinctivement qu'ils n'étaient pas humains. Et ce regard brûlait mon sommeil, me réveillant avec des sueurs froides. Plus loin, c'est pire. Mais les supérieurs ont organisé une réunion spéciale pour quelques scientifiques de notre département. Nous étions réunis dans une petite salle de conférence souterraine et ils nous ont dit qu'ils étaient vraiment sur le point de nous montrer des documents classifiés. Lorsque nous avons pris place, les lumières se sont éteintes et un fichier vidéo est apparu sur l'écran. Des images en noir et blanc prises, à en juger par la date, il y a de nombreuses années. On y voit une zone déserte, avec au centre un appareil en forme de dôme. Des personnes en combinaison de protection, armées d'instruments, s'approchent prudemment de l'engin. La caméra est ensuite passée en mode de vision nocturne, et l'image est devenue plus claire. Une trappe sur le côté de la machine s'est ouverte, et une créature de forme humaine est sortie en rampant. Mais sa peau brillait comme quelque chose de vivant et d'humide. L'opérateur a visiblement tremblé. L'image s'est mise à trembler. La créature a tourné la tête et, dans l'image suivante, elle se tenait pratiquement près de l'objectif de la caméra, bien qu'il y ait une assez grande distance entre eux. C'est-à-dire qu'elle se déplaçait à une vitesse monstrueuse. Puis il y a eu un grand cri, des hurlements, l'écran a tremblé et l'enregistrement s'est arrêté. Les lumières chères de la salle de conférence se sont rallumées et nous sommes restés assis dans un silence de mort. On nous a expliqué qu'il s'agissait de la confirmation vidéo du premier contact officiellement enregistré qui s'est produit bien avant les rumeurs actuelles. À l'époque, la direction avait décidé de garder le secret et avait entamé des négociations pour éviter une guerre ouverte. Mais ces êtres ont reconnu qu'ils avaient un pouvoir sur nous à un niveau technologique qui dépasse notre entendement. Les dirigeants ont estimé qu'il valait mieux en faire des amis que des ennemis. Depuis lors, génération après génération, la zone 51 est devenue un centre d'échange d'informations et de ressources. Et bien qu'en apparence il s'agisse d'une coopération secrète, à l'intérieur de ces relations, il y avait beaucoup de noirceur, enlèvements, expériences, disparitions.
Tout cela était de recouvert d'un voile de secret, à plusieurs niveaux. J'ai essayé de comprendre ce qu'il nous voulait. La réponse est venue d'un scientifique, un vieil homme nommé Samuel, qui avait l'air d'avoir vécu plus d'une nuit de cauchemar. Il a expliqué que ces extraterrestres ont du mal à se reproduire sur leur planète et qu'ils ont besoin de certaines parties de leur ADN pour s'adapter au changement climatique. C'est pourquoi ils nous étudient, et s'ils n'obtiennent pas le matériel dont ils ont besoin, ils deviendront peut-être plus agressifs. La zone 51 est essentiellement un lieu de transit où notre matériel génétique est échangé pour leurs recherches. Cela ressemble à de la science-fiction, mais après ce que j'ai vu, je n'ai plus été surpris. Au fil du temps, j'ai acquis la conviction que les liens avec cette civilisation ne se limitaient même pas à un simple échange de échantillons. Les documents auxquels j'ai pu accéder secrètement font état d'opérations secrètes régulières sur la Terre elle-même, où ces êtres viennent tester notre environnement. Le gouvernement leur attribue des zones restreintes, généralement des zones peu peuplées, où ils mènent de leurs recherches. Il est arrivé que des gens remarquent des lumières étranges ou entendent des bruits sinistres dans la nuit. Mais rapidement, les militaires ont bloqué la zone. Tout a été étouffé et les témoins ont été persuadés de se taire ou ont trouvé un moyen de les faire taire. Un soir, j'ai été invité dans ma chambre par l'un de mes collègues, Steve, un homme qui engageait rarement la conversation, mais qui avait apparemment décidé de se confier à moi. Sa chambre était plongée dans la pénombre, avec un ventilateur qui soufflait un air lourd. Il avait l'air complètement épuisé. M'appelant plus près de lui, il me dit à voix basse « J'ai ces photos. Elles ne devraient pas être dans le domaine public. S'il découvre que je les ai gardées, je suis fini. » Il a tendu quelques photos. Elles le montraient dans d'étranges ruines qui ressemblaient à d'immenses tours faites d'un matériau quelconque, inondées donc d'une faible lumière bleutée. Mais j'ai tout de suite compris que le terrain n'était pas terrestre. Il n'y avait rien de notre ciel ou de notre paysage en arrière-plan. Tout avait l'air étranger. Steve a dit que ces images provenaient d'une autre planète, la même planète que celle d'où viennent nos amis. Il n'a rien expliqué d'autre. Puis, il m'a demandé de prendre les photos et de les cacher. J'ai accepté en tremblant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps en regardant ces photos. La lumière de la tour projetée dans le ciel, vide, les creux géants envahis par une sorte de mousse bioluminescente et quelque chose comme des routes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Cela ne ressemblait pas aux paysages de martiens que nous connaissons, ni aux autres corps spatiaux dont les scientifiques ont parlé publiquement. Apparemment, la technologie dont disposaient les extraterrestres permettait de transmettre des images directement, ou peut-être avait-il invité le terrien à une visite et l'avait-il laissé filmer ces ruines. Une idée dérangeante lui vient à l'esprit. S'il s'agit bien d'une ville ou d'un avant-poste extraterrestre, quelle était l'histoire de ces tours? Y a-t-il là quelque chose de plus grave que toutes nos guerres terrestres? Le lendemain, j'ai appris que Steve avait disparu. On m'a dit qu'il avait été transféré d'urgence dans un autre établissement. Mais tout était comme avant dans sa chambre. Le lit était défait, la tasse avec sa boisson était sur la table, et ses affaires personnelles étaient intactes. Il semblait s'être volatilisé. Il était devenu évident que je me trouvais au bord d'un précipice. Si j'en faisais plus, je subirais le même sort. Mais rien ne pouvait m'arrêter. Mon sentiment d'injustice était écrasant. Je voulais aller au fond des choses et, surtout, je voulais trouver un moyen de faire savoir au monde ce qui se passait. Les jours suivants ont été comme une course. Je ne cessais de remarquer qu'on m'observait et le laboratoire a commencé à se méfier de moi. On ne me confiait plus de missions directes, mais on me forçait à faire un travail de routine, vérifier 2 fois les résultats, rédiger des rapports sans toucher aux matériaux critiques. Néanmoins, j'ai pu apprendre quelques trucs.
j'ai appris à contourner le système de sécurité afin de pouvoir accéder aux archives des documents après les heures de travail. Là, derrière de vieux dossiers, dans d'épais rapports dont les pages étaient étiquetées High Security Clearance, j'ai trouvé des références à des actes de transfert de formes vivantes, à des projets de croisement, à des tests génétiques spéciaux. Cela me rendait de plus en plus malade de penser que nous, les humains, à l'insu de la population générale, faisions quelque chose d'incroyablement inhumain. Après tout, une autre planète n'est pas qu'un mot, c'est un monde entier qui peut nous regarder comme si nous étions des animaux de laboratoire, et cet être peut manipuler notre réalité avec une facilité effrayante. Une nuit, je me suis réveillé en entendant un étrange bruissement dans le couloir. J'ai regardé dehors et j'ai vu plusieurs militaires en uniforme qui passaient rapidement, faisant rouler un brancard avec quelque chose de grand et d'indistinct, recouvert d'une bâche noire. Je pouvais distinguer des gouttes de ce qui ressemblait à un liquide épais d'une teinte vert foncé s'écoulant sur le sol. Le liquide laissait une traînée visqueuse qui s'étendait plus loin dans le couloir. Je me suis dit, ce n'est manifestement pas du sang humain. Je suis retourné dans ma chambre et je suis restée silencieuse, frissonnant à chaque coup de sirène par la fenêtre. Peut-être une nouvelle créature avait-elle été amenée ici cette nuit-là, ou l'un des nôtres qui avait été blessé lors du contact. Mais le tournant s'est produit encore plus tard, lorsque j'ai assisté à un véritable contact face à face avec des membres d'une race extraterrestre. Je me trouvais dans la cour d'une des salles, essayant de prendre l'air. La nuit était sinistrement calme, avec seulement la lumière des projecteurs et les pas occasionnels d'une patrouille. C'est alors qu'un rayon aveuglant jaillait dans le ciel, comme un faisceau d'éclairs. De l'obscurité était sorti un engin de forme étrange. Pas une soucoupe volante, classique, mais une sorte d'hémisphère, entouré de plusieurs anneaux de lumière. Il plane au-dessus de l'une des plateformes en béton. De là, une colonne d'énergie est descendue vers nous, et dans cette colonne sont apparues les silhouettes de créatures, grandes, minces, avec des traits de visage à peine reconnaissables. Leurs membres étaient de plus longs que ceux des humains, et leurs mouvements étaient presque dansants, fluides. Elles s'avancèrent, et plusieurs officiers et 2 scientifiques sortirent à leur rencontre. J'ai observé, à bout de souffle, à l'abri derrière le camion, et je les ai vus échanger quelques objets. L'un des officiers a fait sortir 2 hommes menottés, dont les 2 visages étaient crispés par la peur. Puis, les 2 hommes ont disparu dans la lumière. Je ne sais pas s'ils sont revenus. Au matin, la zone 51 vivait sa vie habituelle comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai compris. Des réunions avaient lieu, des accords étaient morts et conclus, et tout cela était payé, probablement non seulement avec des informations, mais aussi avec des vies humaines. Nous sommes réduits en esclavage par notre propre curiosité et notre désir de technologie. Aussi horrible que cela puisse paraître, il semble que le gouvernement ait décidé que le risque était justifié. J'ai vu des rapports sur les progrès qu'ils ont déjà arrachés à l'intelligence extraterrestre. Nouvelles sources d'énergie, expériences sur l'espace, capacité à téléporter des matériaux. Bien sûr, cela ne fait pas la une des journaux. L'ampleur des bouleversements serait trop importante si cela devenait public. Au fur et à mesure que j'accumulais ces connaissances, j'ai commencé à remarquer des changements chez de nombreux scientifiques de mon entourage. Ceux qui avaient même travaillé avec la technologie extraterrestre pendant de longues périodes semblaient avoir des limites morales floues. Ils marchaient, pâles, à moitié endormis, marmonnant parfois quelque chose à propos de la prochaine étape de l'évolution et de la fusion des 2 espèces. J'étais horrifié par cette obsession. Un collègue, Clark, ayant entendu mes arguments sur l'inadmissibilité de telles expériences, m'a regardé avec un étrange regard de brillance fanatique et m'a dit «
Nous servons quelque chose de bien plus grand que l'humanité. Nous servons quelque chose de bien plus grand que l'humanité. Nous devons obéir. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, mais j'aurais dû le faire. Je suppose qu'il était déjà sous l'influence de la volonté de quelqu'un d'autre. En fin de compte, j'ai senti que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Tout était devenu trop dangereux. Les disparitions constantes, les collègues de Kiepilloni, les messages secrets qui brouillent les ondes radio. J'ai soudain été convoqué pour un interrogatoire. Ils étaient hommes polis, mais les questions étaient directes et froides. Avec qui avez-vous communiqué? Qu'avez-vous vu? Étiez-vous dans le hall avec les conteneurs? Avez-vous reçu du matériel non autorisé? Je me suis rendu compte qu'ils savaient tout. La seule option qui me restait était de jouer les idiots, de dire que je ne faisais que mon travail et que je n'étais impliqué dans rien. Ils ont semblé se calmer pendant un moment, mais m'ont prévenu qu'ils me garderaient sous surveillance. Une fois libre, j'ai compris qu'il était temps d'agir de manière plus décisive. Ma vie était probablement fichue, mais il y avait des documents secrets qui devaient être sortis pour que tout le monde sache la vérité. J'ai commencé à enregistrer discrètement des copies sur une clé USB, un mot étranger, mais nous n'en avons pas d'autre pour désigner un dispositif de stockage, mais je l'appellerai simplement un petit dispositif de mémoire, en profitant de toutes les chances que le système ne suive pas mes actions. Mais les documents principaux n'étaient pas stockés numériquement, mais sur papier, et se trouvaient dans les archives les plus sécurisées, le secteur 9. Seuls quelques privilégiés y avaient accès. J'ai élaboré un plan, simuler une panne du système d'air conditionné et m'introduire dans le secteur 9 pendant que certains gardes étaient distraits. La nuit, lorsque les gardes se sont détendus, j'ai désactivé l'un des ventilateurs, provoquant un court-circuit. Les alarmes, à l'autre bout du complexe, se sont déclenchées et j'ai pu me faufiler sans me faire remarquer jusqu'à la porte des archives. Comme je m'y attendais, il y avait un mot de passe, mais je connaissais la particularité de notre système. En cas de panne de courant, la porte se mettait en mode déverrouillage manuel pendant quelques secondes. J'ai saisi ce moment, entré rapidement le code et la porte s'est ouverte sans bruit. Une fois à l'intérieur, je me suis retrouvé au milieu d'une infinité de dossiers dont beaucoup portaient des notes effrayantes. Corps 53, analyse des fragments. Protocole d'interrogatoire d'un sujet intelligent. Matériaux de contact, échange d'uranium. J'ai lu tout cela à moitié. Le temps pressait. Je devais trouver des références à la planète et à leur race, des preuves de l'existence d'expériences horribles. Et je suis tombé sur les documents intitulés « Corridor interdimensionnel ». Lorsque j'ai commencé à les feuilleter, les poils de ma nuque se sont dressés. À en juger par ces documents, le gouvernement connaissait depuis longtemps l'existence d'un certain système de portail permettant de se rendre presque instantanément dans ces mondes extraterrestres. Et il s'avère que nous avons mené des expéditions entières sur leur planète, dont tout le monde n'est pas revenu. Les survivants étaient donc décrits comme de psychologiquement instables et présentaient des mutations. Les rapports précisent que les conditions à l'autre bout du portail ne sont pas adaptées aux humains. L'atmosphère, la pression, les radiations. Et pourtant, des gens s'y sont rendus. Les documents disaient pour explorer et établir des accords mutuellement bénéfiques. Mais en fait, nous livrions nos employés aux bêtes griffes d'une science inconnue. Un paragraphe souligné disait « Nous sommes certains que sans approvisionnement régulier en biomatériaux, ils utiliseront la force. Il devient clair qu'il s'agit d'une question de peur. Notre gouvernement craint que, sans concession, les extraterrestres ne viennent nous détruire. J'ai rapidement pris des photos des pages clés à l'aide d'un petit appareil photo portatif et je les ai rangées dans mon appareil portatif.
Avant que je n'ai pu terminer, des bruits de pas se sont fait entendre derrière la porte. Mon cœur s'est emballé, j'ai éteint la torche et je me suis caché derrière une étagère. La porte s'est ouverte et 2 hommes sont entrés dans la pièce. L'un d'eux dit « Le nouveau système de contrôle a-t-il fonctionné ?» Et l'autre a répondu « Pas encore, juste un dysfonctionnement du ventilateur, je pense. » Ils ont parlé encore quelques secondes et sont sortis. J'ai attendu que leurs pas s'éteignent dans le couloir et je me suis rapidement éclipsé. Je suis retourné dans ma chambre, avec le sentiment d'avoir réussi l'impossible. Maintenant, j'avais une vraie preuve. Le lendemain, j'ai décidé que je devais m'échapper. Sinon, tôt ou tard, ils se rendraient compte que j'avais fouillé dans les archives. Mais quitter le territoire de la zone 51, où toutes les entrées et sorties sont strictement surveillées, est une tâche presque insensée. Le soir, à la nuit tombée, je suis sorti de mon immeuble. J'ai mis une cape ordinaire pour ne pas attirer l'attention. Il y avait une sorte d'opération de transport de marchandises à la porte nord à ce moment-là. Je me suis approché des camions et, en entendant les gardes parler, je me suis rendu compte qu'ils ne vérifiaient que superficiellement les caisses. L'un des conteneurs ouverts contenait de la ferraille et quelques caisses d'équipements spéciaux. Je suis monté à l'intérieur, je me suis couvert d'une bâche et j'ai senti le camion démarrer. Mon cœur battait la chamade, mais je n'avais pas le choix. Après quelques 2 minutes sur la route cahoteuse, j'ai entendu quelques bavardages au poste de contrôle. Puis nous sommes repartis. Cela semblait fonctionner. Je suis resté sous la bâche encore un moment, jusqu'à ce que le camion s'arrête. La porte arrière s'est ouverte, des pas lourds se sont fait entendre, et, à un moment donné, j'ai failli être découvert. Le garde a retiré la bâche, a braqué sa torche, mais n'a heureusement examiné que les boîtes supérieures, et elle est partie. Lorsqu'il s'est retiré, j'ai jeté un coup d'œil prudent et je me suis glissé dehors. Le vent du désert m'a frappé au visage. J'étais déjà à l'extérieur de la zone principale. Plus loin, c'était l'enfer. La nuit, le désert est mortel. Je marchais au hasard, essayant de rester à l'écart des zones éclairées. À plusieurs reprises, j'ai cru entendre des hélicoptères approcher, mais il s'agissait peut-être des fantômes de ma peur. J'ai erré pendant plusieurs heures jusqu'à ce que j'arrive à une autoroute où un camionneur m'a pris en charge. L'homme m'a demandé d'où je venais, mais après avoir remarqué mon état, il s'est rapidement tu. Apparemment, il a compris qu'il valait mieux ne pas s'impliquer. Il m'a conduit à la ville la plus proche où je pouvais prendre un taxi et partir encore plus loin. La question était de savoir où me cacher et comment procéder avec ces documents. J'ai pris une chambre dans un hôtel au bord de la route, j'ai fermé la porte à 3 serrures et j'ai commencé à regarder les photos que j'avais prises dans les archives. Chaque page semblait plus effrayante que la précédente. Par exemple, l'une d'entre elles parlait de échanges culturels et décrivait comment nous avions reçu un appareil qui nous permettait de dissimuler de petits objets à l'œil nu. L'expression « activateur d'ondes psychiques » était mentionnée. Il s'avère que ces extraterrestres ont une perception de la réalité plus subtile que la nôtre. Ils peuvent provoquer des visions ou effacer des souvenirs si une personne est prédisposée. Certaines personnes de la zone 51 sont probablement sous leur contrôle depuis longtemps. Sur une autre page se trouvait un diagramme détaillé de leur planète, divisé en secteurs. Nous l'avons provisoirement appelé Majoris 2. Je ne sais pas pourquoi 2, mais il y avait des zones distinctes marquées par les termes réservoir génétique, zone hybride et même secteur abandonné. J'ai finalement compris l'essentiel. Si ces données tombent dans le domaine public, les gens comprendront que notre monde n'est plus le nôtre depuis longtemps. Nous ne tenons que le temps de servir de moyen à leur fin. Leur plan est peut-être de nous changer progressivement,
de nous transformer en quelque chose de plus commode pour eux ou de se reproduire aux dépens de notre patrimoine génétique. Je ne savais pas s'il y avait encore un espoir de résistance, mais j'ai réalisé que toutes les théories naïves auxquelles j'avais cru sur les extraterrestres venant en paix n'étaient en qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ces êtres opèrent discrètement, manipulent, concluent des accords et prennent toujours ce qu'ils veulent. Le lendemain matin, j'ai constaté que des camionnettes militaires étaient arrivées à l'hôtel. Je les ai vues par la fenêtre lorsque le rideau était légèrement entrouvert. J'ai été rapidement reconnu. Il n'y avait plus d'autre possibilité de fuite. Il y avait beaucoup d'hommes armés autour de moi et j'étais seul, sans couverture, presque sans force. Tout ce que j'avais à faire, c'était de cacher les preuves du mieux que je pouvais. J'ai profité du fait que l'hôtel avait un système de chauffage délabré et dans l'un des conduits de ventilation, j'ai caché mon dispositif de mémoire avec la photo. J'ai à peine eu le temps de refermer le couvercle que la porte a commencé à être défoncée. Plusieurs hommes en costume noir et armés de mitraillettes ont fait irruption. Ils m'ont attrapé, plaqué contre le mur, fouillé. Je n'ai pas résisté car j'ai compris que c'était inutile. Un homme en uniforme est entré, à en juger par ses épaulettes. Ce n'était pas un homme ordinaire. Un regard dur, des ordres courts. Il m'a demandé où j'avais caché mes documents. Je n'ai rien dit. Il m'a donné un violent coup de poing dans l'estomac, puis m'a ordonné de fouiller toute la pièce. Les soldats ont tout mis sens dessus-dessous, mais heureusement, ils n'ont pas pensé à vérifier la ventilation du plafond. Au bout d'une demi-heure, ils se sont rendus compte qu'ils ne trouvaient rien. Ils m'ont traîné dans une camionnette et m'ont emmené on ne sait où. Dans la camionnette, on m'a attaché. On m'a levé la tête pour que je ne puisse pas me couvrir le visage. Un homme, apparemment un officier, a commencé à dire « Vous sous-estimez ce qui est en jeu. Nous protégeons l'humanité d'un sort bien pire. Votre trahison pourrait tout nous coûter. Pourquoi feriez-vous cela ?» J'ai répondu « Vous protégez peut-être, mais à quel prix? Combien de personnes ont disparu? Qu'est-ce que nous sommes censés taire? Ces créatures se servent de nous. » Il s'est tu, mais j'ai vu dans son regard qu'il savait tout et qu'il pensait qu'il était nécessaire de le cacher dans un but plus noble. « Vous ne comprendriez pas, » a-t-il finalement dit. Il n'a pas posé d'autres questions. Lorsque nous avons été ramenés dans la zone fermée, j'ai vu un immense bâtiment gris, sans fenêtres, entouré de clôtures et de poteaux. Là, on m'a emmené dans une cellule où il n'y avait qu'une couchette et une table en métal. J'ai été enfermé pendant des jours et des jours. J'étais nourri avec une maigre ration et on m'apportait de l'eau une fois par jour. Pas d'interrogatoire, un silence total. J'ai compris. Ils attendaient. Ils me faisaient la mèche craquer psychologiquement. Ils attendaient vont peut-être que je commence à parler moi-même. Mais je n'avais aucun document sur moi. Et puis, des choses ont commencé à se produire qui m'ont privé de sommeil. La nuit, j'entendais des sons étranges, comme des chuchotements, si silencieux qu'ils se confondaient parfois avec le bruit de mes propres pensées. Mais parfois, des intonations étrangères sortaient de ce murmure, comme si quelqu'un me parlait dans une langue incompréhensible. Et j'aurais juré entendre un bruit sourd et lointain provenant des murs ou du sol lui-même. La troisième nuit, il y a eu une explosion et des cris dans le couloir des cellules. Quelqu'un a commencé à tirer des coups d'artefeu. Les alarmes ont hurlé. Soudain, ma cellule s'est ouverte toute seule, comme si la serrure électronique avait été désactivée. Je suis sorti et j'ai vu le chaos. Des soldats qui couraient, d'autres qui convulsaient, et au fond du couloir, une silhouette à moitié floue qui se déplaçait. Elle scintillait comme un hologramme, et j'eus l'impression qu'il s'agissait d'un de ces extraterrestres capables de devenir partiellement invisibles. Des étincelles volaient autour de sa silhouette. Elle semblait provoquer des interférences dans tous les systèmes électroniques. J'ai compris que je ne les intéressais pas pour l'instant. J'ai donc reculé discrètement.
en essayant de ne pas être vu, et je suis sorti par l'issue de secours, qui était apparemment encore en désordre. En montant les escaliers, j'ai débouché dans une petite cour. Il y avait des débris partout, dont certains produisaient des étincelles à cause d'appareils électriques cassés. Et au milieu de toute cette folie, un rayon de lumière brillait dans le ciel. J'ai deviné qu'il s'agissait des visiteurs qui avaient, d'une manière ou d'une autre, pénétré dans notre base. Peut-être avaient-ils besoin de quelque chose ou procédaient-ils à une purge. Sans perdre de temps, j'ai couru jusqu'à la porte, qui était ouverte. Toute la garde avait été mobilisée pour lutter contre l'invasion. Il n'y avait que 2 soldats désorientés à la porte, et sans m'arrêter, j'ai sprinté devant eux. L'un d'eux tira, mais manqua son coup. J'ai sauté dans l'obscurité, derrière un mur de béton. C'est un miracle que je n'ai pas reçu une balle dans le dos. J'ai couru vers les voitures, cherchant les clés d'une Jeep abandonnée. J'ai grimpé dans la cabine, mis le contact. Elle était en marche, seuls les phares étaient éteints. Les cides et les roues ont hurlé, et j'ai sauté hors du territoire. Mon cœur battait à tout rompre, mes oreilles bourdonnaient sous l'effet du sang. J'étais libre, mais à quoi cela servirait-il si ces choses montaient maintenant une opération contre mon espèce? Après toute cette course infernale, j'ai trouvé un endroit où me cacher, un moment. Un hangar abandonné à quelques kilomètres de la base. Là, je me suis assis par terre, essayant de reprendre mon souffle et de réfléchir à la suite des événements. Toute la nuit, j'ai entendu des explosions lointaines, j'ai vu des éclairs de lumière dans le désert, et au matin, tout était calme. Il était clair pour moi que le conflit avec les extraterrestres s'intensifiait. Il ne s'agit pas d'une guerre à grande échelle, sinon il n'y aurait plus personne en vie, et les villes environnantes auraient été repérées depuis longtemps. Il s'agit plus vraisemblablement d'un désaccord localisé. Mais si des événements d'une telle ampleur ne peuvent être passés inaperçus, cela signifie que quelqu'un au sein du gouvernement fait déjà ce qu'il peut pour brouiller les pistes. Il est donc difficile de dire ce qui attend la zone 51, et nous avec. Je savais que quelque part dans le puits de ventilation de l'hôtel se trouvait mon seul atout, des appareils contenant des photos et des documents qui pourraient m'y révéler toute l'histoire. Mais comment les récupérer alors que je suis fouillé de partout et prêt à être éliminé? Mon seul espoir est de les obtenir discrètement et de trouver ensuite un journaliste de confiance. Sinon, ces secrets seront à jamais perdus dans les ténèbres. J'ai attendu la nuit suivante et j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai pris une Jeep et j'ai remonté la route de campagne jusqu'à cette ville. J'ai laissé la voiture de côté et je me suis rendu à l'hôtel à pied. Étonnamment, l'endroit était presque désert. Pas de véhicules militaires, pas d'agitation. Apparemment, ils pensaient que je m'étais enfui depuis longtemps dans l'autre direction, ou que je m'étais caché plus profondément dans le désert. Je suis entré dans l'hôtel par l'arrière, j'ai monté les escaliers. Ma chambre était scellée. J'ai arraché le sceau et déverrouillé la porte. Étonnamment, tout était encore en place à l'intérieur, comme si les soldats n'avaient pris que mes affaires, qui n'étaient même pas là de toute façon, et n'avaient même pas regardé par la ventilation. Je suis monté sur un tabouret et j'ai dévissé la grille. Là, parmi la poussière et la rouille, se trouvait mon précieux appareil. Lorsque je l'ai vu, j'ai été soulagé de savoir que j'avais encore toutes les preuves. Mais ma joie a été assombrie par la pensée « Et maintenant ?» Je l'ai caché sous ma veste et je suis sorti dans la rue. Il me semble aujourd'hui que j'étais encore dans le champ de vision d'inconnus, car quelques minutes à peine après avoir quitté la ville, des sirènes ont sifflé au loin et des jeeps militaires sont passés en trombe. J'étais assis, blotti dans un fossé au bord de la route. Puis, ils sont repartis. Ils me cherchaient probablement, mais ils ne m'ont pas trouvé. Une fois le calme revenu, j'ai commencé à réaliser qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Non seulement ces créatures pouvaient reprendre le contrôle de la zone 51,
Mais elle pouvait nous punir d'avoir fait tant d'histoires. Et qui sait ce qu'elle ferait à notre monde si elle décidait molle que la coopération est impossible. J'avais l'intention de raconter tout ce que j'avais vu aux quelques personnes susceptibles de diffuser l'information, même si cela signifiait prendre un risque mortel. Mais la mort est-elle si terrible si l'enjeu est l'avenir de l'humanité? Les gens doivent savoir qu'une menace se prépare dans les donjons secrets et qu'elle pourrait tous nous consumer, et que les documents conservés dans la zone 51 font état de contacts réels avec des personnes qui sont loin d'être bienveillantes. J'ai décidé de me diriger vers les grandes villes où je pourrais au moins me fondre dans la masse. Mais alors que je n'avais pas parcouru plus d'1 kilomètre sur l'autoroute, j'ai aperçu dans le ciel une lueur bleutée qui se déplaçait en silence absolu. Elle est descendue un peu plus loin, juste à côté de l'autoroute. J'ai entendu un bruit sourd et rythmé à l'intérieur, comme des pas, et je n'ai pas pu détacher mes yeux de l'étrange lueur qui m'hypnotisait. Tout mon corps était pétrifié et ma conscience criait « Courez !» Mais je ne pouvais pas bouger. J'ai reconnu une silhouette qui glissait lentement sur le sable. Cette silhouette m'était effroyablement familière. C'était le même visiteur de grande taille que j'avais vu dans la cour de la base. Il s'approchait doucement, les bras, ou plutôt les membres, légèrement tendus. J'ai eu l'impression qu'il lisait dans mes pensées. Pendant un instant, j'ai senti une forte piqûre dans ma tête, comme un flot d'informations extraterrestres. Puis j'ai sombré dans l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je me suis réveillé sur le bord de la route, mais le jour se levait. Il n'y avait aucun signe du vaisseau ou de l'étrange créature. J'avais la gorge sèche, la tête douloureuse et les yeux pleins d'eau. J'étais sûr qu'ils auraient même pu m'emporter et se débarrasser de moi, mais pour une raison ou une autre, ils m'avaient dit laisser derrière eux. Peut-être n'étais-je plus une menace, ou peut-être avaient-ils des méthodes plus effrayantes. J'ai vérifié ma poche. Le dispositif d'identification avait disparu. Tout en moi s'est effondré. J'ai rampé sur la route, perdant presque conscience. Devant moi, j'aperçois la silhouette d'une station-service. Je me suis effondré à l'entrée et un passant m'a ramassé. Alors que je luttais pour reprendre conscience, j'ai réalisé que je n'avais plus aucune preuve physique. Il ne reste que des souvenirs qui brûlent l'esprit. Et maintenant, je réalise qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ils peuvent ne me suivre à la trace, ils peuvent effacer les informations de mon cerveau, mais quelque chose me maintient à flot, peut-être de la pure persévérance. Je ne resterai pas silencieux, même si ce ne sont que des mots sans corroboration. Peut-être que quelqu'un écoutera, commencera sa propre enquête, reprendra la piste. La vérité est trop grande pour être cachée à jamais. Les documents se trouvent comme toujours dans la zone 51, et c'est là que se trouve une terrible vérité. Une autre planète liée à la nôtre depuis longtemps. Ils errent parmi nous, se glissant dans nos corps et nos esprits, changeant imperceptiblement le cours de l'histoire humaine, nous condamnant au rôle de cobayes. Et tous ceux qui ont ouvert ce voile ont disparu, sans laisser de traces. Il reste une petite lueur d'espoir, mais je ne peux pas dire si elle se réalisera. Le moteur d'un camion gronde en passant sur l'autoroute. Je reviens à la réalité. Il n'y a qu'un vide froid dans mon âme. En regardant l'horizon, où l'air chaud tremblait sous les rayons du soleil levant, j'ai compris que ce monde ne serait plus jamais le même si le reste des gens ne le saurait jamais. Tout se cachait sous une couche de mensonges et d'excuses. La zone 51, comme le cœur d'un cauchemar, vit toujours, gardant des secrets inhumains et prête à tout pour récupérer les fugitifs et les faire taire. Sauf qu'ils ont fait un mauvais calcul. Je respire encore. Et tant que mon cœur battra, je n'oublierai pas ce que j'ai appris. Nous ne sommes donc pas seuls dans l'univers, et ces extraterrestres sont là. Leur planète et la nôtre sont liées de bien des façons que le commun des mortels ne peut imaginer. La vérité est terrible, et ce qui suit ressemble
à un jugement sans appel. Un grondement lointain a résonné dans le vent du désert, peut-être un autre vaisseau descendant sur la base secrète. Je me suis figé, sentant un frisson me parcourir l'échine. Ils n'ont pas besoin de se cacher au plus profond, s'ils ont depuis longtemps pris racine dans nos couloirs de pouvoir. Et je pense qu'un jour viendra où plus personne ne doutera de leur existence, mais alors, il sera trop tard. Je me suis redressé et j'ai avancé sur la route, sans savoir où mon chemin menait, ni combien de temps il me restait. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir des mirages dans l'air chaud, mais l'un de ces mirages est peut-être réel. Peut-être me suit-il, inarrêtable, glissant sur le sable comme une ombre invisible pour faire son dernier mouvement. Et à ce moment-là, tout se resserre en moi comme si on m'appelait par mon nom. Il n'y avait pas un bruit dans le silence, mais je sentais clairement la présence de quelqu'un d'autre. C'était comme un murmure lointain qui me poussait à me retourner. Je ne l'ai pas fait.